troisième et dernière partie du Lionel Camito consacré au Yéti. Vous allez pouvoir écouter la suite et la fin de mon entretien avec Jean-Louis Morette, qui est parti en expédition dans l'Altaï et le Caucase, sur les traces de l'Almasty, le Yéti russe. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc, deuxième expédition dans le Caucase en 2014. Oui, en 2014. Donc là, on est parti du 27 mai au 26 juin. Et on est parti dans le kraï de Krasnodar, donc la capitale du Kouban. Et là, on a mis notre camp de base à côté de la rivière Peshka, là, dans un petit village qui s'appelle Guamka. Alors, le Guamka, c'était le petit village où on appelle ça des productis en Russie. C'est une petite épicerie qu'on trouve dans presque tous les villages. Quasiment tous les villages en Russie, il y a un producti. Et là, on peut acheter des soupes chinoises, du fromage, enfin, 2-3 mars, des trucs comme ça. Donc, à partir de ce village de Guamka, nous, on est parti dans la montagne pendant presque un mois. D'accord. Après, on a rencontré des gens, on était revenus dans le village pour chercher à manger, quoi, des soupes lyophilisées, des choses comme ça, du fromage au bout de 2 semaines. Ça nous a permis aussi de rencontrer un Russe, Sergueï, qui est spécialiste des fossiles en Russie. Donc, c'est un chercheur de fossiles, c'est son métier. C'est un homme des bois, lui aussi. C'est un homme sauvage. Et c'est avec lui où on a vécu une expérience intéressante parce qu'il nous... Dis pas ça parce que les gens vont plus rien comprendre. Ah oui. D'accord. C'est un homme qui vit au plus près de la nature. Voilà, parce que lui, c'est son métier. C'est un garde forestier, c'est quoi? Non, c'est un chercheur de fossiles. Un peu comme un trappeur, quoi. Enfin, voilà, c'est une sorte de trappeur, mais son métier, c'est d'aller chercher des fossiles. Donc, il va dans la taïga, le long des rivières, et il trouve beaucoup d'ammonites. Et donc, son métier, c'est ça. Donc, tous les jours, il va chercher des fossiles. Il en trouve de très très beaux qui vont au musée d'ailleurs, à des musées à travers le monde. Et c'est quand même quelqu'un qui vit au plus près de la nature, quoi. Il a l'habitude de partir aussi en autonomie 1 semaine ou 2 semaines avec sa pioche, sa baramine et son sac à dos pour amener des fossiles. Et comment dire, lui, à un moment, on lui a dit qu'on était intéressé aussi pour aller avec lui, le suivre, ça nous intéressait quand même, ce côté un petit peu nature, suivre un chercheur de fossiles. Donc il nous a emmenés dans le long d'une petite rivière. On a mis quand même 4-5 heures pour y aller, trouver cette rivière. Et c'est vraiment sa rivière secrète. Alors il y a que Sergueï qui connaît cette rivière. On y allait. Alors, il faut savoir aussi que dans le Caucase, les 2 fois on a été dans le Caucase, il pleut beaucoup. Il pleut tous les jours, on a eu des orages. Ça doit être terrible. Ah ouais, c'est des gros orages. On était beaucoup embêtés par la pluie. Surtout la première année dans le Caucase, il pleuvait ou le matin ou l'après-midi, ou il pleuvait tout le temps, 2-3 jours, on a eu de la grêle, c'était assez affreux, surtout quand on fait du camping. Mais donc, pour revenir à Sergueï, on suivait Sergueï, on était dans sa rivière, là, c'est un petit ruisseau, ça faisait 2 mètres de large, où il trouve beaucoup de fossiles. Et moi, je suis tombé sur une empreinte de pied. Et là, même Sergueï était très étonné, parce que déjà, l'empreinte, elle faisait 45 cm de long. Donc il n'y a aucun pied humain qui fait 45 cm de long, un énorme pied comme ça dans sa rivière secrète. Alors lui, il est un peu parano, il s'est dit qui est venu chercher mon fond de fossile, quoi. Mais là, vraiment, un pied comme ça n'existe pas chez les humains. Et puis les Russes se baladent pas pieds nus comme ça dans la taïga. Donc là, on s'est dit, bah oui, effectivement, l'Almasty... Et Sergueï a commencé à parler. Là, on a pu l'interroger un petit peu. Il nous a dit qu'effectivement, lui, il a jamais rencontré d'Almasty, mais il y croit, parce qu'il a des amis chasseurs qui ont rencontré comme ça des hominidés inconnus. T'as eu une chance incroyable de tomber sur cette empreinte. Bah oui, parce que là, cette année, on n'en a pas trouvé. Puis il faut avoir de bons yeux, parce que mine de rien, moi j'en ai vu quelques-unes en photo. On a été obligé de la voir. Et c'est trop énorme, la créature, a priori, la créature marchait dans l'eau, et à un moment, son pied droit a débordé sur la vase. Et là, tac, ça s'est imprimé. Dans la vase, ouais. Et on a eu de la chance, parce qu'avec les pluies torrentielles qu'il y avait tous les jours, que cette empreinte n'ait pas disparu. D'ailleurs, je mettrai la photo sur mon blog, parce que c'est vrai que c'est un indice qui est vraiment très très intéressant, voilà, puis c'est absolument génial, quoi, que t'aies trouvé ça, Ça interpelle et puis ça relance un petit peu l'intérêt de la recherche, quoi. Donc tu as pris en photo cette empreinte. Alors 45 cm, ça fait combien? Ça correspond à quelle pointure? C'est du 50, 52, 53, c'est pas... Un pied de 35 cm chez un humain, c'est déjà des grands pieds. Là, on passe à quelque chose... Ça se voit pas, quoi. Avec 5 doigts de pied? Oui, tout à fait. Puis ce qui m'a surpris beaucoup, c'est que c'est une empreinte qui était
pas très larges, quoi. Souvent, on a des empreintes qui sont très larges, avec un pouce qui passe sur le côté. Là, on a un pied humain, quand même, ce qui est pas très très large. Bon, après, j'ai eu l'occasion d'en parler à des gens qui ont discuté de ça avec Marie-Jeanne Kaufmann, et il y a beaucoup d'empreintes, oui, qui ressemblent à un pied humain, comme ça, quoi. Où le pouce est pas forcément décalé sur le côté. D'accord. Donc le bilan de cette première expédition était vraiment plutôt positif, hein. Bah, oui, là, oui, puis on a beaucoup plus échangé avec les locaux, là, avec les Russes. On a pu parler de ça de manière un peu plus posée. Ils étaient un peu moins réticents à parler. Et puis on a trouvé cette empreinte. Vous avez eu des soucis avec les ours, je crois. C'était la plus grosse. Oui, c'est une zone, oui, où il y avait beaucoup d'ours. Déjà, la première nuit, il y en a un qui a couru le long de ma tente. Donc c'est vrai que je me suis réveillé, moi, les doigts de pied en éventail, avec ma petite lampe, là, à regarder ce qu'il y avait à l'extérieur. Donc ça surprend quand même un ours qui court au bord de la tente. Et après, on a suivi des empreintes, souvent des empreintes d'ours. Donc on a suivi des empreintes d'ours, après des ours qui avaient des petits. Donc ça nous obligeait à faire des détours. On pouvait pas trop jouer, on n'avait pas d'armes. Le problème, c'est ça. C'est idéalement dans des zones comme ça en Russie où il y a des ours, il faudra avoir un fusil, mais une arme en Russie, c'est très difficile. Je ne sais pas si la législation autorise d'ailleurs les étrangers à posséder une arme. C'est pas évident. Il y a une législation très stricte en Russie sur les armes. Donc, idéalement, il nous aurait fallu une arme. Donc, des fois, on a été obligé de changer un petit peu de route parce que ça correspondait à une ours avec son petit. Et bon, à un moment, on se dit, il y a des fourrés et tout. On arrête, on change de route. Et puis, il y a un ours qui est venu nous voir un matin alors qu'on pliait les tentes. Et c'est là que je me suis aperçu, comme par hasard, quand on partait, j'avais rangé l'appareil photo dans le sac. On se dit toujours, on devrait toujours avoir l'appareil photo autour du cou. Mais là, on partait, c'était le dernier jour, donc on pliait bagages. Et là, il y a un ours qui est venu nous voir. Il était à 10 mètres de nous, en train de nous regarder. Et moi, pas d'appareil photo. Il est venu vous dire au revoir. Ouais, le copain, lui, il était là en train de s'agiter un petit peu, parce que lui, il était au plus près de l'ours que moi. Et bon, l'ours est parti, à un moment, il s'est enfui. Il nous a entendu parler, il est parti. Un gros ours ou un... Ouais, il était gros, hein, une grosse bête, qui devait faire peut-être 300 kilos, quoi, un gros truc. Hein. Non, c'est impressionnant. Puis quand ça court, ça fait du bruit. Hein. Même il est encore à 20-30 mètres, on l'entend cavaler. Alors j'avais entendu dire dans un de tes présents témoignages qu'une nuit vous aviez entendu des bruits étranges autour de la tente. Oui, ça, là c'était la 3e ou 4e nuit, donc on montait en altitude. C'était là on est arrivé au plus haut, à 1200-1500 mètres. Là on avait fait un petit camp de base il y a quelques jours. Et c'est vrai que la première nuit, on a été réveillé par des bruits de coups sur des troncs d'arbres, comme quelqu'un qui prenait un gros gourdin qui tapait sur les arbres. Et le bruit s'est déplacé autour des tentes. Donc ça nous a réveillés. On est sortis, on a regardé, on a écouté, on n'a pas allumé les lampes, on a écouté. C'est vrai que c'est étonnant, quoi. Vraiment étonnant, quoi. C'est vraiment une créature qui donne des coups sur des troncs d'arbres. Et des coups très très forts. Alors, c'était loin des tentes ou pas? Non, c'était à 30-40 mètres des tentes, ça s'est déplacé. On a l'impression que c'est des coups de gourdin, quoi. C'est pas... Ça devait être vraiment terrifiant, quoi, je veux dire... Non, ça interpelle. Vous avez réussi à dormir après? Non. Surtout qu'on n'a pas de fusil. 30-40 mètres, c'est à côté. Le couteau suisse, il paraît petit, là. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que moi, justement, pour préparer cette émission, je me suis énormément documenté, et on dirait peut-être pas comme ça, mais... En fait, apparemment, le Bigfoot, le Sasquatch en Amérique du Nord, pour communiquer, taperait avec un morceau de bois sur les troncs d'arbres. Il s'en servirait, en fait, si tu veux, pour communiquer sur des grandes distances dans la forêt. Il utiliserait aussi des pierres qui cogneraient les unes contre les autres, tu vois. Ça rappelle un peu le comportement du gorille, tu sais, qui frappe contre sa poitrine avec les vibrations pour communiquer. Donc, c'est vraiment très troublant ce que tu nous racontes là. Et les témoignages sur l'Almasty, on retrouve ça aussi. Pas trop le gourdin, mais le fait qu'il tape avec des cailloux. L'Almasty, plusieurs fois, a été vu par des témoins en train de donner des coups de cailloux, en train de cogner des pierres, ou taper sur un rocher avec des pierres. Et le gourdin, c'est vrai que ça m'a fait penser, moi aussi, en revenant, j'en ai parlé à des gars qui ont fait des expéditions pour chercher le Bigfoot là au Canada et puis aux États-Unis. Et eux, pareil, ont été confrontés à des bruits comme ça, des coups sur les arbres. Ils y sont allés. Ils y sont allés, ouais. C'est génial, ça. Oh, ouais, j'ai un ami, Florent Barrère, qui est un des spécialistes de l'Almasty et puis du Bigfoot, qui a participé à plusieurs expéditions aux États-Unis, ouais. Il faudrait que je l'invite, Je pense qu'il viendrait si... Ouais.
Il est un peu loin, il est à Paris, mais il serait content de témoigner, parce que lui aussi a une très très grande expérience, plus grande que la mienne, même des expéditions, mais plus sur le Bigfoot. Écoute, c'est quand il veut, hein. S'il nous écoute, voilà. Ça sera un grand plaisir. De toute façon. Voilà. Alors, il y a aussi une anecdote, je sais pas si apparemment, donc, dans l'Himalaya, les Yétis, apparemment, sont effrayés par la musique, si tu veux. Les Tibétains, tu sais, il y a une espèce de rituel chaque année pour les éloigner. Ils utilisent leur fameuse trompe, là. Ils n'aiment pas le bruit. Comme dans Tintin au Tibet. Voilà. Et non, mais tu sais qu'Hergé, il s'était vachement documenté pour sa BD. Étonnant, hein. Et alors, dans l'Oural, j'ai lu une anecdote aussi. Dans l'Oural, apparemment, quand on siffle, par contre, ça a tendance à attirer le menk. Donc voilà, petit tuyau, chaque fois que tu y vas. Moi, j'aime bien siffler. Et pas que la vodka. Donc 2015, le bilan de la deuxième expédition dans le Caucase en 2015. Vous avez trouvé quelque chose cette fois Bah non, on n'a rien trouvé. Mais on est parti du 2 juin au 3 juillet. Mais là, on a été en Karatcheyevo, Tcherkessie, près de la rivière Mouchta. Et là, c'est une rivière qui sépare aussi la Kabardino-Balkarie. Voilà. Donc là, on était vraiment dans le fief de Marie-Jeanne Kaufmann. C'est là où elle a vécu longtemps. Elle était plutôt sur la Kabardino-Balkarie. Mais nous, on passait la rivière, on était en Kabardino-Balkarie. Et là, c'était intéressant parce que, bon, là, c'est un peu plus haut, hein, l'altitude moyenne était d'environ 2500 mètres. Mais là, à quelques kilomètres de notre camp, il y a des empreintes d'almasties qui ont été vues, et puis des almasties qui ont été vues il y a très peu de temps à Dolina Narzanov, un tout petit village où il y a 3 baraques et 2 pelés. Et là, on était vraiment dans le fief de l'almastie. Donc, on a vécu, pareil, un mois là, en altitude, pas trop éloigné d'un village, un village où avant-guerre, il y avait 700 familles, on n'a plus que 10, hein, pour dire que les purges de Staline, les déportations ont fait du mal quand même. Et là, c'est le Caucase musulman. Donc, les gens sont un peu difficiles d'approche. Après, quand la glace tombe, on a affaire à des gens qui parlent, qui sont assez sympathiques quand même, qui sont accueillants. Mais c'est vrai que c'est difficile de briser la glace. Et justement, là, l'intérêt, c'est qu'on n'a rien trouvé, on n'a pas trouvé de traces, hein, sauf une empreinte qui s'avérait être celle de la chaussure du collègue, et une empreinte qui ressemblait tout à fait à un pied humain. Hein, je te passerai la photo pour le blog aussi d'ailleurs. C'était quoi? C'était une bonne chaussure de randonnée? C'est une chaussure, c'est des Rangers américaines, avec la semelle Panama pour la jungle, donc des très très gros crampons. Et cette semelle, elle a fait une empreinte de pied. Dans une zone sablonneuse, on aurait pu croire que c'était un pied humain. Bon, il était plus petit, hein, c'était un petit pied par rapport à celle du Caucase. Là, on voit que bon, mais tout de suite, moi, j'ai flashé, j'ai vu l'empreinte. C'est quoi? Après, on s'est aperçu que c'était les chaussures. D'où justement toujours la il faut être très méfiant sur ces éléments, quoi. La grande prudence tout le temps vis-à-vis des indices, parce que voilà, même voilà, quand on est de bonne foi, on peut se tromper, hein. Ben là, il y a vraiment une seule empreinte, quoi. Sur une série d'empreintes avec ces chaussures, sur 4-5 empreintes là de marche, il y en a une où on pourrait croire que c'est une empreinte de pieds nus, et non, c'était la semelle des chaussures. Alors, vous n'avez jamais trouvé de poils ou de... Si, on trouve des poils, moi j'ai trouvé beaucoup de poils, des poils de chevreuil, de cerf, de sanglier, une queue de renard, même des choses comme ça. Et des fois, après on les ramène à des chasseurs. À chaque expédition qu'on a trouvé des éléments comme ça, des éléments pilots, là, je les ai ramenés, on les a comparés. On a été aussi dans un musée là à Gorno-Altaï où il y avait une planche justement avec les poils des animaux de la région. Ça permet de voir un petit peu à quoi ça appartient. Et puis il faut savoir aussi que les bergers et puis les chasseurs, eux, ils ont une connaissance de la faune, même les bergers ou les pasteurs, hein, tout de suite ils disent ça, c'est ça, 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 ça. Donc on sait si c'est du crâne de cheval, si c'est des poils de blaireau ou de sanglier. C'est vrai qu'à chaque fois on est content, bon, on est souvent déçu. Mais là, la deuxième expédition dans le Caucase est très intéressante, parce que là on a eu des témoignages de gens, bon, les jeunes qui ont 30 ans, 35 ans, ont pas vu d'almasties, mais leurs parents en ont vu, et leurs grands-parents ont vécu avec les almasties. Donc là on a eu des témoignages, on pouvait douter les 2 expéditions précédentes, on peut douter un petit peu des propos des gens, bon, on est un petit peu dans les mythes et légendes. En plus, il y en a qui y croient pas, d'autres qui disent oui. Là, les Caucasiens, pour eux, ça existe. Et puis leurs parents les ont vus. La mère, par exemple, du berger qui nous a reçus, Tatarhan,
Sa mère a quitté le village là dans les années 80 parce qu'elle a rencontré un almasty. Elle a dit je vis plus ici, je pars en ville. Elle a rencontré le grand amour, ils sont partis, c'est ça? Non, mais elle a quitté la ville. Son mari dit non, on vit plus ici, quoi. Elle a plus voulu à cause de ça. Non, et lui, quand il était petit, il a un souvenir d'enfance où ils étaient. Pour ça, c'est très très intéressant d'aller sur place avec les locaux parce que maintenant, on pouvait l'année dernière, l'année d'avant, on pouvait avoir un doute. Hein, ça peut être le folklore, ça peut être des mythes et légendes. Là, cette année, on a des témoignages de gens qui disent oui, ça existait et certainement ça existe toujours. Ça fait que confirmer ce que je dis depuis le début, c'est ça, c'est que les peuplades, les peuples, les ethnies, les tribus locales, ils croient dur comme fer, et c'est pour une bonne raison, à mon avis. Hein. Alors le problème souvent, c'est que elles veulent pas trop en parler, elles ont peur d'être ridicules. Et bon, après une fois que la glace est brisée, les gens parlent, quoi. Et là, on se dit oui, il y a quelque chose, quoi. Alors tu disais que les anciennes générations vivaient avec les almasties. Oui, sa grand-mère. Ils coexistaient, on va dire. Ils vivaient. Oui, ils coexistaient. Dans l'environnement. Ils vivaient pas, ils partageaient pas non plus, Non, mais sa grand-mère lui disait, à Tata Khan, sa grand-mère, quand il était petit, lui disait que les petits almasties venaient, puis quand il trayait les vaches, par exemple, il donnait du lait aux almasties. Ils étaient là tous les jours. Ça piaillait autour du village. Alors, sur les poils, moi, je voudrais donner une petite anecdote, justement, parce que je l'ai pas dit tout à l'heure, avant que tu arrives. On a trouvé, certains ont dit qu'on aurait trouvé des poils, tu sais, appartenant à un yéti dans l'Himalaya. Il se trouve qu'en réalité, après analyse, ils se sont révélés être des poils de chèvre. La Gora, la chèvre de l'Himalaya. Alors, bon, faut quand même expliquer un peu comment on procède. A priori, ils examinent les poils au microscope électronique. Les poils sont couverts d'écailles. Et selon la disposition des écailles, on arrive à déterminer à quel animal il appartient. Donc, lorsqu'ils ont examiné ces fameux poils qui appartenaient, soi-disant, à des yétis, ils ont constaté que ces poils, finalement, ressemblaient énormément à des poils de chèvre. Donc voilà, ça a été fin de l'histoire à ce moment-là. Mais il faut savoir quand même que les poils de singe, observés au microscope électronique, ressemblent énormément aux poils de chèvre. Donc, il y a un risque de confusion qui est possible. Encore une fois, le vrai, le faux, difficile de trancher. Hein. Et puis là, il y a comment dire, ils ont envoyé une cinquantaine, je crois, de poils divers, de prélèvements comme ça, un spécialiste d'ADN anglais, j'ai plus son nom en tête, qui a fait des études, donc il a regardé ça, et sur une cinquantaine de poils provenant de pseudo-yétis ou d'almasties, il s'est avéré que il y en a qu'un seul qui pose vraiment problème, quoi, qu'ils n'ont pas pu analyser. A priori, ça serait un primate inconnu, et c'est un poil qui viendrait du nord de l'Inde. Tous les autres sont avérés être des poils d'animaux connus, soit des ours, des choses comme ça. Mais ce qui veut pas dire ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'almastie. Hein. C'est difficile de trouver des poils dans la nature, faut pas croire. Hein. C'est sur une plage de naturistes, il y en a plus à mon avis, ou à la piscine. Mais alors, non, c'est vrai. Par exemple, même des empreintes, simplement des empreintes d'animaux. Les gens nous disent à chaque fois, la question c'est les empreintes. Les empreintes, je vois dans le Caucase, par exemple cette année, le matin il faisait beau jusqu'à midi. À partir de midi, il flottait jusqu'à 18h. Mais des pluies diluviennes, quoi. On était bloqués sous des bâches, sous nos tentes. Il pleuvait. Donc, les empreintes, elles sont effacées. Toutes les après-midi, les empreintes sont effacées. On a des gros sangliers qui faisaient à peu près 150 kilos. Donc, c'est quand même pour ici des gros sangliers. Bon, on a des gros sangliers qui sont venus plusieurs nuits à côté des tentes, labourer le terrain pour manger des tubercules. Le terrain était humide, hein. S'il pleuvait tous les après-midi. J'ai pas pu photographier une empreinte de sanglier. Pourtant, ils faisaient leur souille. Il y avait pas d'empreinte de sanglier. C'est pas évident de trouver des empreintes. Les poils, c'est pareil. Les sangliers venaient. Moi, je les vois, on voit des sangliers, puis ils passent dans des fourrés. Il y a pas de poils. Enfin, ils sont passés dans un roncier, quoi. Et les poils se dégradent aussi très vite, en plus, oui. Puis il faut avoir l'œil, il faut tomber dessus. C'est pas évident. Ouais. Moi, le copain Henri, il a posé sa main, par exemple, sur un serpent l'année dernière. Là. Bon, ça va, c'était une couleuvre. Moi, en plus, j'étais juste au moment où je disais attention aux vipères du Caucase, parce qu'il y avait vipères dans le Caucase aussi. Hein. Je disais attention, on a vu l'expérience avec la vipère de l'Altaï l'année d'avant, donc on était assez quand même regardant sur là où on posait les mains et les pieds. Et il a posé la main quand même sur un serpent. Vous allez devenir expert en vipères, hein. Ah ouais, parce qu'après, en soulevant un rocher, il y avait une couleuvre aussi sous la roche, là, quand on cherchait des fossiles. Bon, ça, c'était... T'oses plus toucher. Hein, là, cette année, j'étais pareil, je regardais, et bon, on voit des lézards, on n'a pas vu de serpent.
Ah mais c'est vrai qu'en Australie, moi, j'ai pas mal avec les serpents aussi, j'ai pas mal flippé. Hein. Et puis là-bas, ils sont mortels, hein, dans le Ah ouais, Caucase, ouais. on Aussi, risque vous pas aussi. grand-chose. Ah ouais, vous aussi. Hein. D'accord. Parce qu'en Australie, je crois que les 3/4 Ouais. des espèces les plus mortelles sont là-bas. Ouais, ils sont là-bas, Et ouais. c'est vrai que c'est flippant, hein, parce que des fois, t'oses même plus poser le pied par terre, quoi. Tu commences à flipper, Ouais. vraiment. Hein. Donc, ok. Bon, t'as eu de la chance, vous êtes toujours là, donc... Non, le seul danger dans le Caucase, hormis les hommes, sont les ours, quoi. Ce qui est déjà pas mal. Enfin, dans les êtres vivants. Mmh. Ouais, les ours, ouais, c'est problématique. Il y a une Française, d'ailleurs, l'été dernier, là, qui a été amochée par un ours, je crois, au Kamtchatka, là. On n'a pas de nouvelles, mais bon, elle a été rapatriée, mais elle a été agressée par un ours, là, lors d'une expédition, et elle a été drôlement abîmée, apparemment. C'est pareil au Québec, au Canada aussi. Hein. Ouais. C'est plus les ours bruns là-bas. En Colombie-Britannique, tu as le grizzly, hein, tout ça. En Alaska, bien sûr, oui, en Alaska, ouais. Alors ça, c'est terrifiant aussi. Hein. Ouais. Mais le plus terrifiant, je crois que c'est l'ours blanc. Hein. L'ours Ouais. polaire. Même un petit ours, même un ours noir ou... Un ours brun, un ours brun. Ouais. Ouais. Non, c'est vrai qu'on l'oublie un peu, mais c'est vrai que c'est Ouais. vraiment très dangereux comme animal. Hein. Ouais, puis c'est imprévisible. Hein. Il y en a un, il est venu nous renifler là, quand on levait le camp. Bon, il s'est sauvé, il aurait pu attaquer. Hein. Fallait pas emporter de miel aussi pour le petit déjeuner là. On n'avait rien, on a eu du thé, du café, puis des soupes chinoises. Ok. Non, c'est un danger à prendre en considération. Ouais. Et après les hommes, parce que bon, on sait jamais sur qui on tombe. Mais pour les, je pense aux vipères, là, un petit conseil, pourquoi vous emmenez pas un aspi venin la prochaine fois? Tu sais, une espèce de seringue. On se fera pas mordre. Pas de raison qu'on se fasse mordre. Si on fait attention, on met les mains et les pieds. Ce sont des petits serpents. Les vipères de l'Altaï, c'est équivalent à la vipère péliade en Bretagne. Le venin est pas plus mauvais. Ouais, mais comme vous êtes loin de tout, c'est vrai que... on a sera quitte pour un bon hématome et puis un bon œdème, quoi. Après, c'est rapatriement et il faut faire attention quand même. Ça me rappelle cette fameuse blague, là, tu sais. Tu la connais, non? Ah oui, oui. Faut sucer la plaie, là. Ça, ouais. Tu vas mourir. T'es foutu. Ok. Non, les serpents en Europe, il y a pas un gros danger, quoi. Il faut faire attention, faut pas se faire mordre, mais... Ouais. Nous, on a la vipère ici, mais bon. Bref. Bon, on va pas faire une émission sur les serpents. Hein. Ça sera la prochaine fois. Les serpents géants en Amazonie. On n'a pas fini autrement. Là aussi, il y a quelque chose. Ouais, c'est clair. Donc maintenant, tes projets, Jean-Louis. Ben ouais, maintenant le projet, ce qu'il faudrait, faut faire une expédition. S'il y a une prochaine expédition, il faut qu'elle dure au moins 6 mois. Hein, idéalement, il faudrait même que ce soit 1 an ou 2, mais 6 mois parce qu'il faut être sur le terrain, faut avoir un camp de base, orbiter autour. Il faudrait poser une dizaine de petites caméras avec des pièges photos, des choses comme ça, les relever, pouvoir enquêter avec les habitants. Et ça se fait pas 1 mois. 1 mois, c'est trop court. 1 mois en itinérant, bon, on a très peu de chance de rencontrer l'Almasty. Ça peut arriver, hein. Faut être sur place. Si on va pas sur place, on n'a aucune chance de le rencontrer. Un coup de bol. Mais déjà, pour pouvoir avoir la confiance des gens, il faut quand même, on s'aperçoit, il faut 2-3 semaines. Si on est 1 mois sur le terrain, les gens vont aller voir épisodiquement. Il faudrait 6 mois. Et 6 mois avec des pièges photos, une caméra thermique, pour intensification de lumière. Vraiment faire ça sérieusement. Des appareils à déclenchement automatique, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais, il faudrait ça. Avec détecteur de mouvement, quoi. Ouais, mais non, ça vaut pas cher, ça vaut moins de 300 €. Là, il en faudrait une dizaine. Faut se faire un parcours, faut avoir une démarche scientifique, mais il faut du matériel. Et pour ça, il faut des fonds. Exactement. Et les appareils de vision nocturne aussi. Oui, il en faudrait un aussi, intensification de lumière ou une caméra thermique, c'est des jumelles thermiques. Bon, c'est des appareils qui valaient très cher il y a 5-6 ans, ça se démocratise un petit peu. Maintenant, pour 4-5 000 €, on a une bonne paire de jumelles, intensification de lumière, même moins. Mais bon, une bonne paire de jumelles thermiques, ça vaut moins de 5 000 € maintenant. Et c'est vrai que pour 6 mois, une grosse expédition, ça sert à rien de partir à 50, un homme tout seul le fait, hein. Au contraire, même la discrétion est meilleure qu'un groupe de plusieurs. Mais c'est un budget qui tourne entre 15 000 et 20 000 €, parce que là-dedans, il va y avoir déjà pas loin de 10 000 € de matériel. Et après, il faut vivre 6 mois là-bas. 15-20 000 € par personne? Oui, pour la totalité de l'expédition. Ouais. Déjà, les pièges photos, ça vaut 300 €. Hein. Bon, et s'il en faut 10, ça fait 3 000 €. Là-dessus, on va rajouter des jumelles à intensification de lumière ou des jumelles thermiques. L'idéal serait des jumelles thermiques. Ça va être 3-4 000 €.
Bon, on va emmener un appareil photo qui tienne la route ou une caméra en 4K, pareil, ça va être encore 3-4 000 euros. Après, la nourriture sur place, 6 mois, ça vaut pas cher, ça coûte rien. Ouais, ça coûte rien. On mange du fromage, on mange comme les locaux, hein, mais c'est pareil, les locaux, ils vont pas venir vous approvisionner en fromage gratuitement. Il faut les payer. Donc, ils sont pas dans le caritatif, hein. Ils sont en situation de survie. Il faut qu'ils vivent, oui, non, puis il faut qu'ils vivent, exactement. Ils vivent durement, ils survivent. C'est dur la vie là-bas, dans les régions excentrées des grandes villes en Russie. Hein. Ça, je veux bien le croire, ouais. Donc, tous les sponsors sont les bienvenus. Ah oui, tout à fait. Sponsors, mécènes. Il y a vraiment quelque chose à faire, je pense que... C'est énorme. Et on n'a pas été jusqu'au bout, quoi. Il y a eu les expéditions qui ont été faites il y a quelques années par Marie-Jeanne Kaufmann, Porchnev, et puis après d'autres, des gens plus jeunes qui ont pris un peu le relais, là, comme je crois qu'il s'appelle Pachenko, là, un Ukrainien ou un Russe. C'est pareil, ce sont des expéditions d'1 mois, sans trop de matériel, bon, ça a évolué, quoi. Faut se donner tous les moyens, c'est sûr. Ouais, quand tu y vas, faut mettre toutes les chances de son côté pour trouver quelque chose. Faut y aller avec ça sert à rien d'y aller, quoi. Si c'est pour y aller, pour... Ça permet d'avoir des certitudes. Hein, il y a 1 an ou 2, les 2 premières expéditions, on y croyait, mais bon, on allait voir, hein, on voulait voir. Moi, j'y croyais, le copain Henri un peu moins, lui, bon, il était un peu dans l'expectative. Moi, j'y croyais. J'avais lu plus que lui de documents sur la question. Après, je sais très bien, pour avoir fréquenté des écrivains, puis moi-même écrivant des bouquins, je sais très bien qu'on peut publier ce qu'on veut. Donc, on n'est pas obligé de croire un écrivain, un pseudo-spécialiste. Je veux dire, on n'a pas à croire des gens comme ça sur leur bonne foi. Je veux dire, sur leur bonne tête. Là, cette année, dans le Caucase, on a discuté avec des locaux, leurs grands-parents en ont vu, leur racontaient, leurs parents en ont vu aussi, leur ont raconté, et eux, ils y croient. Pour eux, il y a des choses bizarres, des animaux qui disparaissent, des choses comme ça, des bruits, des petits vols, des petits larcins dans les fermes. Moi, maintenant, j'y crois vraiment, là. Il y a quelque chose. J'ai plus tendance à croire un local qu'un sceptique qui s'amuse à cracher sur le sujet sur Internet, tu vois. Oui. Confortablement installé sur son ordinateur, à des milliers de kilomètres, quoi. Hein. Il y a une chose aussi qui est étonnante dans le Caucase, ça je le savais, mais les gens s'aiment pas. Il y a une inimitié, par exemple, les Kabards n'aiment pas les Balkars aiment pas les Tcherkayev ou les Tcherkesses. C'est assez étonnant parce que, bon, on les reconnaît pas comme ça, a priori, ils se ressemblent tous et pourtant ils s'aiment pas. Donc c'est vrai qu'avant ils se faisaient la guerre entre eux, maintenant ils la font plus. Enfin pas trop souvent, mais ils la font encore un peu de temps en temps quand ils s'excitent. Mais ils s'aiment pas et ils ont tous exactement les mêmes propos concernant l'Almasty, quoi. Ils font tous la même rencontre, les témoignages sont toujours les mêmes, quoi. Un Kabard dit la même chose qu'un Tcherkayev ou... Comme quoi c'est vraiment ancré dans, dans les croyances locales, quoi. Voilà. Et même les Russes aussi orthodoxes, ça pareil, pour eux ça existe, quoi. Les ruraux, quoi. Les ruraux, les ruraux. Ouais. Parce que c'est vrai qu'un moscovite, pour lui, c'est comme un extraterrestre. Je pense que on les fait rire, mais pas tous. Tu dois rarement en croiser sur la place rouge, c'est clair. Oui. Il y en a d'autres, là, des hommes sauvages, mais... c'est pas la même espèce. C'est pas la même espèce. Ils sont aussi dangereux. Hein. Peut-être plus. Peut-être, ouais. En tout cas, voilà. Donc, si des sponsors nous écoutent, si des mécènes, des personnes veulent te donner un petit coup de pouce financier, c'est bienvenu. J'ai pensé aussi à une chose, là, le financement participatif sur Internet. T'as pas pensé à ça? Si, j'y ai pensé. On y a pensé déjà dans le cadre de la plongée sous-marine. Mais c'est un petit peu difficile de faire participer des gens à qui, le retour est pas évident, quoi. Parce que hormis éveiller leur curiosité ou la satisfaire, alors qu'une entreprise ou un mécène, une entreprise, elle, il y a un retour sur investissement plus intéressant parce que médiatiquement c'est un sujet qui est porteur, quoi. Nous on a un projet, on sait que si on avait un financement pour monter une grosse expédition de 6 mois dans le Caucase, on sait qu'il y a des chaînes de télé qui seront intéressées par un documentaire. Pourquoi ? Ça c'est sûr. Parce qu'il y en a bien qui financent des conneries, des projets totalement il y en a surtout inutiles.
Là, c'est scientifique ce que tu fais. Voilà, tu agis pour l'avancement des connaissances humaines. Ouais, je pense, oui, c'est intéressant. Il y a quelque chose, il y a un mystère. Je trouve que ça mériterait vraiment d'être soutenu, quoi. Ouais. Enfin, Oui, moi aussi. moi, j'aurais de l'argent, non seulement je t'en donnerais, mais si j'avais aussi de l'argent, du temps libre, je t'accompagnerais, quoi. Parce que moi, ça me branche à fond, quoi. Enfin, je veux dire. Non, il y a vraiment un aventure, mystère. L'homme sauvage évolue en Russie. Il y a vraiment quelque chose. Puis l'expérience, quoi. Même en Russie ou ailleurs, même. On me dirait, tiens, en ouais. Indonésie, je suis déjà en Indonésie, c'est vraiment aussi ça pays où Oui, j'aimerais bien mais retourner. c'est vrai. Moi, j'ai un ami, Christian Killian, qui a tourné un film sur l'homme sauvage à Sumatra, là, un très très bon film. Ça pose question, ça interpelle vraiment. Mais il y en a partout, quoi. Comme on disait, il y en a partout dans le monde. Oui, mais là, sur tous les continents. Disons que là, le Caucase, c'est l'Europe, quoi. C'est les portes de l'Europe. Le Caucase, on peut y aller comme assez facilement. Hein, ça a un coût. Le problème, c'est que la Russie, c'est un pays qui est très cher. Hein, les transports sont chers, ça c'est le même prix qu'en France. La vie là-bas est assez chère. Bon, après, une fois qu'on est sur le terrain, c'est pas cher. Hein. La vie, on vit comme les locaux, donc c'est pas cher. Hein. Ça va être du fromage, un peu de viande de mouton, et puis de temps en temps, pour faire la fête, ben, on s'en passe, quoi. Je veux dire, du moment qu'on a des soupes chinoises, on vit. Hein. Après, c'est vrai qu'au bout d'un mois, on a moins de force quand même. Hein. C'est comme marrant d'aller... On perd des kilos. C'est marrant d'aller bouffer chinois en Russie, c'est comme... Ouais, mais ces petites c'est la mondialisation. Voilà, ces petites soupes lyophilisées, elles sont tellement pratiques qu'on met ça avec un peu d'eau bouillante et on mange. Ouais, puis tu fais... Et ça pèse rien, quoi, dans un sac à dos. Tu fais du feu, tu fais... Ouais, c'est ça, ouais. Alors le feu, là-bas, vous allumez ça avec des... On sait que c'est le petit passage un peu, tu sais, survivaliste. Non, l'Altaï, aucun problème parce qu'il y a du boulot. Et les boulots, si vous voulez... Du boulot, l'arbre, tu veux dire. Ouais, l'arbre. Ouais, l'arbre. Ouais, parce que il faudrait peut-être que notre président s'intéresse à cette région, alors c'est du boulot là-bas. Ouais, peut-être, ouais, pour faire baisser les courbes du chômage, ça serait pas mal, ouais. Il y a pas beaucoup de chômeurs en Russie, tout le monde bosse, même les gens vivent, des fois on se demande comment, mais ils vivent durement, mais dignement, et c'est propre, hein, toujours l'Altaï, tout ça, des petits jardins bien tenus avec des isbas, là, tout le temps, ils ont leur potager. Mais c'est vrai que pour revenir ce sont des personnes civilisées, hein, faut le rappeler, hein, voilà. Oui, puis non, ça marche. Faut le rappeler aux auditeurs. Tu te balades à Moscou, t'as pas d'agression. Le métro, il est nickel, les gens ils fraudent pas. Moi, j'étais en 2003 la première fois en Russie, tu faisais attention en traversant la route, les gens ils grillaient les feux, tu vois. Les chiens ils avaient tous 3 pattes parce qu'ils se faisaient taper dedans par les bagnoles. Tu vois, c'était affreux. Poutine est arrivé en 2003, je peux te dire qu'il a serré la vis. Donc Jean-Louis, si ce passage dans le Lionel Camille Talk te donne un petit coup de pouce, j'en serais vraiment ravi, car c'est un projet absolument génial. C'est magnifique ce que tu fais. Tu mérites vraiment d'être soutenu et encouragé. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment absolument génialissime. Je trouve que tu mérites vraiment le respect et voilà. Bref, t'as toute mon amitié. Et pour te remercier de ton passage, je vais te faire un petit cadeau. Alors, c'est pas très radiophonique, hein, je suis désolé pour les auditeurs. Ah bah, je te remercie. Ouais. Donc, faut préciser, hein, Super. Quelques bonbons, hein. Voilà, je me dis éventuellement, peut-être que je sais pas si tu aimes ça. Non, mais l'Almasty, voilà. sensible aux sucreries. J'y ai pensé. Hein. Ouais, moi aussi. Dit, puis même avec les autochtones, tu sais, c'est bien d'amener des choses. Ouais, tout à fait, parce que les Russes aiment beaucoup les chocolats. Donc, puis les enfants, bien sûr, on a toujours plaisir à faire plaisir aux gamins. Ça pèse pas trop lourd, tu pourras le mettre dans ton sac. Non, mais c'est vrai que la prochaine expédition, je pourrais les emmener avec moi. Hein non, mais c'est vrai, c'est bien sympathique. Ça aidera à délier les langues locales, tu vois. Oui, tout à fait. Non, puis bon, j'espère que tu vas repartir, et puis. Moi aussi, oui, mais maintenant, si on repart, il faut partir pour une grosse expédition. Puis si vous cherchez un équipier, si vous avez une place, moi je suis partant. Hein. Ouais. Faut que j'en parle à mon employeur avant, peut-être, prendre un petit congé, là. Ça peut l'intéresser pour le sponsoring, peut-être, l'employeur. Je prendrais une bonne assurance de voyage, peut-être, quand même. Ouais, c'est obligatoire aussi l'assurance pour avoir le visa. Faut une bonne assurance. J'ai fait quelques voyages sac à dos, mais c'est vrai que là, ça me tenterait bien. Ce serait carrément absolument génial, quoi. Ouais, mais je pense que... Parce que vous n'aviez pas de téléphone, vous n'avez que dalle, quoi. Non, il y a un téléphone, mais ça porte pas là-bas. Pas d'ordinateur, pas de... Non, on peut pas, il n'y a pas d'électricité. Et justement, il faudrait faire... Là, ce qu'il faudrait monter, c'est une sorte de ferme d'études, un camp de base où on puisse avoir des panneaux solaires, ou une petite éolienne, puisqu'on en fait maintenant des éoliennes portables, pour avoir de l'électricité. Tu peux faire ça, ouais. Ça permettrait de taille... Je pensais à un autre truc, là. Prochaine expédition, pourquoi tu fais pas un parrainage, tu vois, avec une école, une classe? Ça pourrait être bien, ça aussi. Il y en a qui font ça, hein, tu sais, Peut-être, ouais. Et ils donnent des nouvelles, voilà, tu pars, je sais pas, moi, tu pars 6 mois, tu pars un mois, voilà, toutes les semaines, tu fais un point avec la classe, et ça te permet de peut-être obtenir des financements, tu vois,
Oui, il y a des choses à faire, bien sûr. Voilà, puis au niveau pédagogique, c'est absolument génial, quoi, je veux dire. Ça, c'est du parce concret, que ça quoi. intéresse les gens, ça intéresse beaucoup de bah monde. ouais, moi, tu vois, bon, il y a un franchement, mystère, il y a quelque chose de fascinant, puis on l'a juste, ouais, non, c'est pas loin, quoi, le Caucase. enfin, La c'est Russie, pas loin, on sait pas non plus la porte à côté, hein, mais. Non, faut y aller. Puis faut parler russe aussi, hein. Mais, ouais. Moi, je connais 3-4 gros mots et c'est pas bon. D'accord. Donc, ne les prononce pas dans cette émission, Non, parce que c'est une émission tout à fait. Et dans le cadre d'une expédition de 6 mois ou 1 an, on apprend le russe. Ah ouais, non, y a mais pas, c'est génial. Il n'y a pas tortillé. Ouais. Puis on part avec un local, des locaux qui vont parler français, ou on trouve aussi des gens intéressés, hein, il y a pas de souci, hein. C'est une question de moyens financiers, on peut partir 6 mois, on peut partir 1 an. Mais c'est vrai que des expéditions d'1 mois sont, je dirais pas vouées à l'échec, mais on s'aperçoit que c'est trop court. C'est trop court, ouais. C'est frustrant, quoi. T'es à peine arrivé, tu t'acclimates et tu peux partir. C'est ça. On commence, dès le moment où on commence à avoir des bons contacts avec les locaux, ben, on est obligé de partir. Et c'est là, au moment où les langues se délient, puis il faut pouvoir orbiter, faut aller enquêter dans tous les villages. Il faut vraiment mener une investigation, me prospecter, faut mener l'enquête, et là, ça nécessite du temps, et forcément un peu d'argent. Et dans le cas où tu rencontres, tu le vois, tu le prends en photo, qu'est-ce que tu fais? On lui coupe la tête. Non. Parce que si on ramène pas le corps sur un catafalque de deuil, les gens vont dire, c'est des photos truquées. Là, ça va être faut le prendre en photo, faut le filmer. Et après, tu transmets les infos, enfin, les photos. Ah oui, après, on diffuse l'information. Après, alors attends. Tu le prends en photo, et ensuite tu transmets ce cliché aux autorités scientifiques. Oui, c'est ça, oui, aux scientifiques. Voilà. Musée Darwin en Russie, muséum d'histoire naturelle à Paris. Après, une photo d'un homme sauvage de qualité, où on voit vraiment un être comme ça, une créature inconnue, et puis une photo indéniable, quoi. Vraiment une photo qui est pas truquée. Ça peut faire le tour du monde, hein. Ça fait le tour du monde. Ouais, Automatiquement, là, immédiatement, ça va déclencher des expéditions scientifiques qui auront les moyens d'investiguer. Si tu le prends en photo la prochaine fois, tu m'envoies la photo par mail et moi je te la tweet. C'est ça, voilà. Je te la fous sur mon blog, je la fais circuler. Et là, il fait le tour du monde. Je la fais circuler, il y a pas de souci. Non, mais ça serait absolument génial, quoi. Moi, ça me fait rêver. tu vois. Moi je pense que mais c'est faisable. Il faut aller sur le terrain. On est au 21e siècle, mais ça me fait vraiment encore rêver, tu vois. Ça me fait rêver, quoi. Je trouve que c'est vraiment. Il y a encore des choses à découvrir. Quoi, moi, je retourne mon enfance quand tu me parles de ça. Moi aussi, c'est pareil. Moi, c'est un tour au Tibet, c'est tout. Ça me fout des étoiles dans les yeux, quoi. Enfin, je veux dire, tu me parles de ça. Oui, parce que là, maintenant, depuis cette année, je suis persuadé qu'il y a quelque chose, quoi. Avant, moi, j'ai jamais mis les pieds, mais maintenant, je veux dire, je me suis vachement documenté. Là, Après, c'est une présomption. Oui, c'est ça. On est dans la présomption. Comme je disais précédemment dans la présentation de l'émission, on peut pas être catégorique. On peut pas. Donc il n'y a pas de preuve formelle. C'est qu'une intime conviction. Et moi, je pense que c'est possible. Et j'aime l'idée que ce soit possible. Je dis, trop de témoignages, il y a trop, il y a des milliers de témoignages, surtout le Caucase. Non, mais même, je parle dans le monde entier, quoi. C'est pas possible. Si on va les États-Unis, c'est énorme. Ça peut pas être un canular, ça peut pas possible, quoi. Rien qu'aux États-Unis, le Bigfoot, le Sasquatch, il y a eu plus de 5000 observations, quoi. Et maintenant, il y en a tous les ans. Tous les ans aux États-Unis. Ouais, non, mais c'est absolument. Donc il y a bien quelque chose, il y a encore un mystère qui reste à être percé. Et voilà, peut-être qu'on le verra, nous, de notre vivant ou pas, j'espère. Bien. Je te souhaite une longue vie, hein. Moi aussi. En bonne santé. Et voilà, bon, bref. J'espère qu'on verra. Moi, tu vois, ça me fait autant rêver que les explorations spatiales, ça. Hein. Je me dis, moi aussi, parce que là... on envoie des gens on peut les vivre, ces aventures-là, quoi. Et moi, ça me parle plus, parce qu'en fait, ce qui est fascinant, c'est que j'imagine tomber nez à nez sur une créature humanoïde comme ça, de 2 mètres, à l'orée du bois. On a beau s'y préparer, ça doit surprendre. C'est impressionnant. S'il te tape sur l'épaule la nuit... C'est flippant, c'est flippant même. Tu veux dire quelque chose encore avant qu'on se quitte ? Non, je pense que moi j'ai eu plaisir à évoquer ces aventures, et puis j'espère que ça va faire de l'émulation. Puis il y a des auditeurs qui vont s'intéresser à la cryptozoologie et à tous ces animaux inconnus, notamment les hominidés éroliques. Et avec un peu de chance, il peut y avoir un industriel aussi qui est intéressé pour se lancer dans le mécénat ou le sponsoring, et puis éventuellement participer aussi, s'impliquer dans ce type d'aventure, d'expédition. François Pinault, par exemple. Oui, il est breton. Oui, en breton. Mais pour la plongée sous-marine, au hasard. On les sollicite, hein, les gros industriels bretons. On a très peu de réponses. Hein. En général, c'est négatif. C'est assez curieux, ce manque de noblesse d'âme chez les possédants. Ouais. Et je comprends pas qu'il y ait aussi peu d'engouement et aussi peu de motivation, voilà, pour percer ce mystère, parce que voilà,
Disons que il faut justement ce genre d'émission là, comme tu pratiques, c'est intéressant parce que ça permet de promouvoir un petit peu des nouveaux sujets comme ça, des pans de nouveau sujet. C'est un sujet très ancien, mais qui est pas souvent médiatisé. Voilà. On l'entend régulièrement, mais souvent il est mal médiatisé. De le relancer et puis dire que de toute façon, je pense que cette émission, j'espère que on sait que ça intéresse beaucoup de gens. Tous les mystères intéressent les gens, que ce soit dans les mystères sous-marins, les mystères terrestres. En tout cas, moi, je sais que ça me passionne, quoi. Et voilà. Et d'ailleurs, j'ai prévu d'autres émissions dans lesquelles j'aborderai d'autres thèmes aussi qui touchent un peu à l'étrange, un peu au paranormal, aux énigmes de notre monde, en fait. Ouais. Et je trouve ça absolument passionnant. On en a pas mal en Bretagne, des énigmes. Hein. Ouais. Mais bon, là, ça serait une autre émission. Ah oui, ça serait pas moi l'intervenant. Ok. Voilà. Bon, écoute Jean-Louis, je te remercie encore beaucoup d'être venu. C'était génial. Beaucoup, et puis de t'avoir en live comme ça, c'était cool. Hein. Ouais, c'est bien sympathique. T'es venu en voisin parce que là, moi, je suis au sud de Rennes. Ouais. Toi, t'es venu de ton Finistère. Hein. Ouais, ça fait une petite tirée. Hein. Et voilà. Bon, c'est beau là. Attends, tu pars dans le Caucase, tu peux bien venir dans un département voisin quand même. Vrai. On part au fin fond de l'Altaï ou du Caucase, c'est vrai, puis la Bretagne paraît si grande. Ouais. On est bien content de la retrouver aussi. C'est une belle région aussi. C'est une belle région, ouais. C'est calme, niveau sauvage, mais bon, c'est comme... Il y a d'autres mystères en Bretagne. Voilà. Les mystères engloutis. Exactement. Par exemple. Il y a d'autres mystères. Bon, allez, tu veux dire au revoir, Jean-Louis, peut-être? Au revoir à tous les auditeurs, en espérant vous avoir intéressé et vous avoir donné envie de plonger un petit peu dans la cryptozoologie et tous les mystères qu'il y a encore sur Terre. À bientôt. T'as un petit message à faire passer au Yeti s'il nous écoute Si l'Almacie nous écoute, manifeste-toi la prochaine fois, viens nous voir, parce que on partagera le café ou le thé ensemble, et tu n'auras pas de coup de bâton, c'est promis. Ok. Allez, bye, ciao. Voilà, chers auditeurs, auditrices, c'est la fin du Lionel Camito consacré au Yeti. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez appris des choses, que ça vous a intéressé. Dans le cas où vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager l'émission, faites-la connaître auprès de vos amis, laissez des commentaires sur iTunes, où vous voulez. J'ai déjà programmé des émissions pour cette année, mais dans le cas où vous souhaiteriez me proposer un sujet et même participer à l'émission, n'hésitez pas à me contacter, dans tous les cas, je vous répondrai. Petit rappel, vous pouvez retrouver mes 2 romans, Passager vers l'enfer et Climax, en version des maths et en version papier. Vous tapez Lionel Camino dans Google, vous retrouvez mon blog, vous retrouvez les liens vers Amazon. J'en profite pour remercier d'ailleurs Amazon Publishing. Il se trouve que le géant américain, donc Amazon, a créé sa maison d'édition et j'ai eu la chance d'être choisi pour être un de leurs auteurs en France. Donc voilà, je tiens à les remercier encore une fois. Merci à toi Clément pour ta confiance. Avant que j'oublie de le faire, je voudrais dire merci à France Télévisions. J'ai eu droit récemment à un reportage sur France 3, au journal télévisé. Ça a été une expérience vraiment intéressante. 2h30 de tournage pour 1 minute 30 à l'écran. Merci à eux, je trouve qu'en plus, il est plutôt bien fait. Donc, si vous avez 1 minute 30 à perdre, vous pouvez aller voir la vidéo sur mon blog. Là, on va passer maintenant une partie qui sera sans doute pénible un peu pour ceux qui ne sont pas cités, mais je voudrais donc faire des remerciements. Des remerciements tout d'abord pour certains podcasts amis. Je pense notamment bien sûr à 24 FPS, Jérôme et Julien, donc on ne présente plus. Non seulement ils sont très talentueux, leur podcast est vraiment excellent, pour moi c'est vraiment un incontournable. Mais en plus, ils renvoient l'ascenseur, ils retweetent, ils font circuler les messages sur Facebook. Donc c'est vraiment très appréciable et vraiment cet état d'esprit mérite vraiment d'être salué. Voilà, je tiens aussi à saluer Podsac qui m'a invité récemment à donner mon top film pour l'année 2015. Donc vous pouvez consulter ça sur leur blog. Je tiens aussi à saluer un autre podcast que j'ai découvert récemment grâce à Jérôme, encore lui. Alors, il était intervenu dans le podcast qui s'appelle Une fille, un podcast, qui est animé par Kikrine. À cette occasion, j'ai découvert le podcast Geek et Légende, vraiment un podcast vraiment super intéressant. Il passe en revue tous les mythes et légendes modernes.
Donc c'est animé donc par une équipe plutôt sympathique, hein. Donc il y a Master Fred, Master Phil, Master Ced et Master Steph. Et vraiment, je vous invite à les écouter. On a fini avec les blogs. Maintenant, on va passer à Facebook. Je tiens à remercier un certain nombre d'amis, les vrais, j'ai envie de dire, ceux qui likent, ceux qui retournent les likes, qui renvoient l'ascenseur. Donc je vais pas pouvoir tous les citer, mais bon, je voudrais donc saluer chaleureusement Vincent Dieu me garde, j'adore son nom d'ailleurs, qui m'a fait des petites vidéos récemment, des petites critiques sur mes livres. Bon, qui aime bien châtie bien, on va dire. Mais bon, c'est très très appréciable d'avoir ce genre de retour. En tout cas, c'est très sympa de sa part. Bon, là, je vais énumérer un certain nombre de personnes, voilà, un peu des fidèles. Adams Roy, Lydie, Laurent, Jérôme, Martine, Laetitia, Pauline, Laurent, Isabelle, Guillaume. Bref, je vais pas pouvoir tous les citer, hein, sinon il sera encore dans ceux que j'ai oublié de citer. Veuillez m'excuser, je rattraperai ça dans une prochaine émission. Voilà, sur Twitter, autrement, je voulais remercier Feelgood qui m'a donné un petit coup de main sur PodCloud. J'avais des problèmes de flux, pas des problèmes de flux gastrique, hein, des problèmes de flux RSS. Donc il m'a donné un petit coup de main technique, donc maintenant je suis sur PodCloud. Je suis aussi sur Pod Radio, donc je tiens à les remercier également. Je suis aussi sur donc, une web radio qui s'appelle Canal Cinéma, qui est animée par Christophe. Bref, je tiens tous à les remercier. Je remercie aussi un follower là, sur Twitter qui s'appelle Georges Romero. Donc c'est pas le réalisateur hein, de La Nuit des Morts Vivants, mais bon, qui m'a fait quelques petits retours plutôt sympas sur les émissions. Voilà, bon, on va en rester là, hein, parce que ça va carrément devenir pénible. Voilà, je vous dis à bientôt, voilà, portez-vous bien. Je vais essayer de vous proposer d'autres émissions qui, je l'espère, vous intéresseront. Et voilà, en attendant, je vous embrasse et je vous dis à plus. Ciao.